c'est Wrestles Radio spécial Next Gen avec Pierrot le Fou. Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre pour un nouvel épisode de Catch-moi si tu peux, une édition consacrée au bilan de l'année de NXT où on va évoquer les points positifs comme négatifs du show des stars en puissance de la WWE. Pour cet exercice, deux vaillants chroniqueurs vont m'accompagner ce soir. Le premier s'en fout de la potentielle arrivée d'un Bullet Club à la WWE, tant que ça laisse la place libre à Okada, c'est Bruce T. Ouais, salut tout le monde, enfin, non pas trop quand même, parce que ça va être sympa d'avoir Edge Styles contre Nakamura encore à NXT quoi. Oui, mais ça laisse la place libre à ton chouchou, voilà quoi. Maintenant il peut faire ce qu'il Ah veut. oui, Quoi. sinon c'est le génie, c'est le patron de la NJPW, on est d'accord là-dessus. Mais c'était déjà le cas avant en fait. Le second voit dans Enzo Amore et Big Cass les nouveaux New Age Outlaws, c'est Vincent. Bonsoir à tous. Et d'ailleurs, Pierre, tu es soft d'après eux. Ah merci. Enfin je sais pas. Je sais jamais. Je t'avoue que mon avis a changé, on va en reparler sur eux. Mon avis a progressivement changé, je les aimais pas tant que ça et ça va mieux. Je me soigne. Donc voilà. Tout de suite, on va s'attaquer au cœur du sujet en abordant les NXT Takeover, les special events de 2 heures de la NXT. On a eu le droit à 5 éditions cette année. Il y a eu le Rival le 11 février, Unstoppable le 20 mai, Brooklyn le 22 août, Respect le 7 octobre et NXT Takeover London le 16 décembre. Tout ça dit dans un accent anglais des plus parfaits, Bruce T approuvera. Ma première question pour vous, messieurs, c'est de savoir s'il y a tout simplement un takeover qui vous a plus marqué que les autres. Vincent. Je pense celui du mois d'août à Brooklyn, parce que c'était le premier dans une vraie salle de la taille d'un show de la WWE du main roster, et parce que aussi il y a sûrement eu le meilleur match de l'année entre Sasha Banks et Bayley. Hormis celui-là, je pense pas qu'il y en ait un qui est sorti du lot. Je pense qu'on va demander l'avis de Bruce, peut-être qu'il va confirmer. Non, mais en fait j'aime bien ne pas confirmer parce que au niveau contenu pur, j'ai préféré en fait le premier de l'année, il me semble. Ouais, c'était Rival. J'ai préféré celui-là pour le niveau d'ensemble. Après, c'est vrai que Brooklyn, il y a l'ambiance qui est assez forte, l'intro de Triple H qui était assez forte. Le match de l'année, oui, mais ouais, je reste fidèle à ce que j'avais déjà dit lors d'un CMSTP précédent. C'est plutôt le ladder match, moi. Finn Balor, Kevin Owens, voilà. Parce que j'ai préféré plutôt le match Sasha Banks Bayley du précédent Takeover, personnellement. Alors à Rival, il me semble que c'est encore Kevin Owens contre Sami Zayn. Ouais, c'est ça, oui, ça avait fini par KO. Donc c'est celui-là, ouais. C'est à Brooklyn justement où il y a eu le leader match, oui, entre Finn Balor et Kevin Owens. Moi, je serais plutôt de l'avis de Vincent pour celui de Brooklyn, même parce que dans l'ambiance générale du show, c'était vraiment quelque chose de particulier. Le match entre Sasha Banks et Bayley était exceptionnel. Et d'ailleurs, du coup, ça menait au Takeover Respect où le match fait le main event dans un Iron Man match. Ils ont pas arrêté de l'appeler comme ça alors que ça devrait être Woman de 30 minutes du coup. Encore une fois, l'année des Takeovers a vraiment été très sympa. Mais ouais, Brooklyn, il a quand même un aspect assez particulier, quoi. Par rapport à l'année dernière, sur les takeovers, vous direz que c'est mieux, c'est moins bien? Bah, c'est mieux quand même déjà sur l'internationalisation tout court, hein, parce que quand même c'est la première fois qu'ils ont fait un show déjà à Londres. C'était quand même assez fort. Ils ont même fait une tournée avant, et puis ils sont allés dans de plus grandes salles. On n'avait jamais vu ça Ah, encore vraiment pour un takeover. oui, parce qu'habituellement, c'est toujours un Winter Park dans la Full Sail University, qui est le lieu des shows habituels. Et enfin voilà, globalement, il doit y avoir le Performance Center pas loin. Et là, cette année, il y a eu le Barclays Center à Brooklyn et il y a eu la SSE Arena à Londres. Du coup, ouais, avec pas mal de tournées, etc. Vincent, toi, par rapport à 2014, mieux, moins bien? Bah mieux parce que c'était les plus grandes salles, j'ai l'impression qu'NXT a vraiment passé un cap.
Cette année, c'est la première année où ils ont fait une année complète sur le network, alors que l'an dernier, comme le network a ouvert en février, je crois, enfin, il a fallu un temps d'adaptation pour que ça devienne le programme phare de la chaîne, enfin du service. Et moins bien parce que je trouve qu'il y a peut-être eu moins de rivalités marquantes. Ça padoche peut-être un peu plus au niveau des équipes et au niveau du titre principal. Euh, Finn Balor a eu sa rivalité contre Kevin Owens, mais derrière, ça a été assez. Enfin, il y a cette rivalité avec Samoa Joe, mais pour l'instant, ça n'a pas été très loin. Ouais, Alors mais que j'ai l'impression que l'an dernier, il y a eu plus de rivalités marquantes. Par ouais, exemple, Sami mais Zayn contre Kevin Owens qui a débordé sur 2015. Ouais, mais je te dirais que la différence, c'est que aussi Kevin Owens, Neville, ils ont été appelés dans le roster principal. Sacha Banks, Charlotte, ça en fait beaucoup qui ont été appelés d'un coup dans le roster principal et ils ont pas su les remplacer, je pense. C'est pour ça qu'on n'a pas eu assez de rivalité Pas tout de marquante. suite en tout cas. Ouais, Pas non, tout mais de c'est suite. plus sur la fin d'année que je parle parce que Ouais. moi, ça m'a pas dérangé sur la majorité de l'année, ça, les rivalités. Je trouvais que ça allait, c'est plus sur la fin d'année que les rivalités pataugées, ouais. Personnellement, moi je dirais que c'est surtout l'année de l'avènement enfin total de Finn Balor quoi. Ça fait du bien aussi d'avoir un champion si long. C'était plus arrivé depuis Neville. Et du coup, enfin Neville qui a fait une grande partie de l'année dernière en tant que champion avant de perdre contre Sami Zayn et après qui est Kevin Owens. Ah, et donc ça fera peut-être pas un an, mais bon, il sera déjà à trois quarts d'année à Dallas, je pense. Et du coup, ce sera déjà beaucoup. Ah, et Euh, justement, en parlant de Vas-y. Japon, quand même, c'est un point fort aussi qui a souligné, c'est qu'il y avait quand même le titre NXT en jeu dans un gros show de la WWE qui était retransmis sur Network. C'était quand même assez fort comme symbole, évidemment. Et Ah c'était le ouais, match ça s'incruste. où il y a eu le plus d'ambiance aussi avec le public japonais, forcément, qui connaît très bien Finn Balor et ouais, qui connaît aussi assez bien Kevin Owens. Et où ils ont fait les honneurs enfin d'une tradition japonaise, là, les lancers de, ah, je sais pas comment appeler ça, quoi. C'est vraiment une intronisation, vraiment d'un match pour le titre, etc. Il y avait un peu tout cérémonial qui était un peu, on va dire entre guillemets, on va dire exotique, quoi, parce qu'on est des occidentaux de merde. Mais voilà, il y avait un peu un cérémonial assez spécial, quoi. C'est sur le special event qui était sur le network. Et puis bon, c'était le meilleur match de la soirée, quoi. Cette année, il y a peut-être eu moins d'arrivées, je sais pas ce que vous en pensez, ou en tout cas, c'était un peu plus dispersé, quoi. Peut-être moins de gros noms parce que des personnes comme Asuka qui est arrivée cette année sont peut-être moins connues. Alors je dis pas qu'elle est pas connue, mais comment dire, c'est moins des gros noms comme Kevin Owens, Finn Balor que tout le monde connaît. Peut-être que cette année, à part peut-être là les arrivées qui ont être signées en 2016, c'est vrai qu'en 2015 il y a eu moins de d'arrivées aussi clinquantes qu'en 2014. Ouais, bah ouais, ils Aussi. pouvaient pas suivre non plus à fond le rythme. Faut avouer que la deuxième partie d'année 2014, niveau arrivée, c'était quand même bien sympa, hein, comme Vincent l'a dit. Donc ensuite, niveau 2015, ouais, comme arrivée marquante, il y a bien sûr Samoa Joe, voilà, et puis comme Vincent l'a dit, donc Asuka. Ouais, le retour de Rhino est très anecdotique en revanche. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'arrivée spéciale en dehors de ça. Et c'est vrai que 2016, en revanche, d'ores et déjà, s'annonce comme l'année la plus grosse niveau arrivée. Ah, j'avais oublié quand même Apollo Crews, c'est quand même assez important, donc là aussi, même s'il n'a pas Même encore s'il n'a pas eu trouvé des ça, débuts tonitruants, quoi. il n'a pas Enfin, encore trouvé sa pleine mesure, c'est sûr. ouais, mais c'est quand même un physique assez intéressant, quoi, enfin, cet aspect bodybuilder qu'il a, mais en même temps très agile, c'est assez intéressant. Bah d'ailleurs, sur l'ensemble des catcheurs de NXT, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? J'ai envie de dire hommes et femmes confondus, parce que à NXT, j'ai l'impression que la frontière se réduit de plus en plus entre hommes et femmes. Donc j'ai envie de dire un global. Tiens, je vais vous mettre dans cette situation-là où vous allez choisir entre hommes ou femmes sur le catcheuse de NXT de l'année. Ah, pour Aussi. moi, le global, c'est une qui est plus à NXT maintenant, mais c'est Sasha Banks qui a quand même beaucoup impressionné en tant que championne, qui a fédéré vraiment de grosses ambiances, et qui a fourni beaucoup de gros matchs d'affilée.
avec ses matchs contre Bayley. Avant, il y a eu Becky Lynch aussi, c'était quand même assez fort. Donc, même davantage que Finn Balor, finalement, je trouve qu'elle a fédéré encore plus ce public. Et c'était quand même très très fort comme performance. Et elle aurait mérité d'ailleurs d'avoir quelque chose de meilleur au niveau Diva, vu qu'elle s'est fait pour l'instant passer devant par les autres à la WWE, parce qu'à NXT, vraiment, elle a été très impressionnante de bout en bout. Plus d'une fois, elle m'en a bouché un coin quand même cette année. Ouais. Et toi, Vincent? Je rejoins Brooksy pour Sasha Banks, mais je dirais aussi surtout Bayley, qui, à mon avis, si elle n'avait pas eu sa fracture de la main au moment où ses trois copines ont rejoint le main roster, je pense qu'elle aurait peut-être aussi rejoint le main roster, peut-être même à la place de Becky Lynch, qui pour l'instant ne fait pas grand-chose. Enfin, même si sur cette fin Là, il va d'année, être challenger. Ouais. sur cette fin d'année, elle remonte dans la carte. Mais ouais, Bayley carrément, parce que je trouve ça assez incroyable de pouvoir fédérer autant les Smart, alors que elle a plutôt une gimmick qui est, on va dire, plutôt comment dire, dirigée vers les enfants, du coup. Mais enfin, elle est tellement naturelle dans son rôle, je trouve que elle fait un boulot formidable et elle arrive à être au niveau des Charlotte, Paige et Sasha Banks qui étaient là, qui tenaient la division féminine NXT avant elle. C'est vrai que vraiment, elle a cet aspect de face naturel. Bah moi j'ai envie de mettre quand même Finn Balor. Voilà, homme-femme confondu, je vais mettre Finn Balor quand même. Parce que il a tenu tous les matchs. Il a eu une opposition un peu variée, même si globalement il a passé une grosse première partie de l'année avec ceux qui allaient bientôt quitter NXT pour le main roster, donc Neville. Il me semble qu'il l'a croisé deux trois fois. Il a croisé aussi Kevin Owens beaucoup forcément. Ouais, il y a eu Puis bah Tyler là. Breeze aussi, oui. Et le dernier match qu'ils ont fait entre lui et Samoa Joe, moi je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, voilà, même si Sasha Banks, Bayley ont fait une excellente année, Sasha Banks et Bayley ont sorti le meilleur match de l'année, pour moi. Enfin, celui de Brooklyn était vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est juste que pour moi, vraiment, Baylor, il dégage une aura qui va coller parfaitement à la WWE, j'ai l'impression. Il a déjà une popularité qui est déjà pas mal préparée. Et il a eu l'envie surtout de rester pour garder, pour un peu fermer les vannes. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a mis là en tant que patron et il a tenu le rôle de manière tout à fait plaisante, que ce soit à TakeOver ou même en Weekly, quoi. En Weekly, il a eu deux, trois moments sympas aussi. Du coup, voilà. D'ailleurs, petite question sur le format épisodique. Je sais que vous suivez pas forcément, mais 1 heure, est-ce que c'est trop court? Est-ce que ça mériterait plus? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est juste bien pour pouvoir mettre en avant les show takeover. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Surtout que on voit qu'il y a parfois c'est assez difficile de créer de nouvelles stars quand on en fait monter au main roster. Donc s'il fallait rajouter du temps d'antenne au niveau hebdomadaire, ce serait peut-être encore plus compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de catcheurs qu'on ne voit pas à télé mais qui sont sous contrat en développement. Je crois qu'ils sont environ 70 au Performance Center. Mais moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Après, j'avoue que je ne regarde pas NXT de manière régulière à cause, enfin, à cause d'un manque de temps libre disponible pour NXT, mais La densité des programmes de la WWE, quoi. aussi, ouais. Et puis bon, il n'y a pas que la 2, mais je trouve que c'est très bien comme ça pour l'instant, en tout cas. Bon, si. Je sais Bah, pas si tu pareil, hein, regardes particulièrement. si, un peu moins à la fin de l'année, par manque de temps parfois, mais c'est vrai que je suis aussi d'accord. On était quand même avant sur un format de 3/4 d'heure qui convenait aussi assez, même si parfois ça réduisait la durée des matchs. Du coup là, avec un format d'1 heure, ça a pu allonger la durée de certains matchs et puis organiser un des matchs pour le titre. Je pense notamment à Finn Balor contre Apollo Crews. Du coup ça c'est mieux parce que c'est vrai qu'avec plus d'1 heure, ça aurait été plus compliqué. Et même s'il y a beaucoup de monde, impliquer tout le monde, c'est aussi très compliqué, je pense aussi dans Et l'esprit, puis, parce qu'il faut inventer beaucoup de stories, donc ça serait assez tordu. et puis c'est compliqué aussi pour eux parce qu'ils ont un enregistrement de 4 heures d'affilée. Il me semble pour les 4 épisodes. Enfin, ils font les 4 épisodes d'un coup. Il me semble. C'est ça. Et du coup, c'est sûr que plus ce serait compliqué à organiser niveau de production, etc., vu que tout est sur le network.
À mon avis, ça doit pas être hyper rentable comme show. Enfin, là, les gens payent. Mais en dehors de ça, il y a rien de plus. Euh, Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que même s'il y a un format d'une heure comme ça permet de mettre en route certains trucs que les gens n'ont pas forcément envie de voir à Takeover et que ça donne quand même un peu de temps, genre Eva Marie, son relancement à NXT qui avait fait beaucoup de bruit parce que le public n'avait pas très été très chaleureux. C'est bien que ça soit passé dans les épisodiques plutôt que dans un takeover, quoi. Là, le takeover où il y a un peu plus de monde qui regarde, je pense que ce serait moins bien passé. Et puis avoir aussi seulement 1 heure, ça permet de bien construire tes gimmicks, alors que quand on voit Raw par exemple 3 heures, c'est beaucoup plus compliqué. Mm. C'est vrai. Et j'avais envie aussi de poser une dernière question avant de conclure. Voilà. C'est peut-être sur le futur du programme. Donc il y a un choix à Dallas. Je sais pas quelle sera l'envergure de la salle. C'est juste avant WrestleMania, quoi. Ça a 10 000 places, donc bon, c'est un peu plus que la Full Sail University, mais c'est pas non plus autant que London, il me semble. Parce que la SSE, elle était un peu plus grande. Donc, Il pas de me Ouais, beaucoup, semble. mais, pas, ouais, pas mais de à beaucoup, Londres, hein. il y avait à peine Ah plus. ouais, 12 Et- 500. Voilà. Et Brooklyn, en fait, ils ont rempli la même salle que SummerSlam, quoi. C'est ça qui est. Je sais pas, je crois qu'ils avaient mis un peu moins de place, mais il me Oui, il y semble qu'ils avait un avaient peu quand moins même de bien place quand rempli. même, mais il y avait 16 000 personnes, je crois, pour NXT. Le lendemain, il y en avait 20 000, mais parce qu'il y avait moins de place, oui, en vente. Donc voilà. C'est quand même une sacrée performance, et surtout vu toutes les tournées qu'ils font. Donc au niveau du futur du programme, je pense que 2016 sera assez semblable à 2015, je sais pas pour vous. Ah non, moi je pense même encore plus révolutionnaire parce que quand on voit ce qui arrive, ça va encore plus bouleverser les choses parce que quand même un AJ Styles et un Shinsuke Nakamura, ce sont des gars, même je rajoute Karl Anderson, ce sont vraiment des gars qui ont une expérience de dingue. Et ça peut changer quand même beaucoup par rapport à certains qui sont arrivés avec moins d'expérience parfois. Donc déjà, ça arrive en terrain connu. Ça serait marrant d'ailleurs, Finn Balor, un ancien membre du Bullet Club, qui aime bien d'ailleurs l'évoquer. Et puis il a son truc du Balor Club d'ailleurs, qui est très inspiré de ça. Donc c'est quand même assez marrant, je trouve. Et j'attends encore même d'autres surprises. Donc pour moi, ça va être une année encore plus forte à mon avis. Moi, je voulais juste faire un petit retour sur cette année quand même 2015, marquée par la mort de Dusty Rhodes, qui quand même était un personnage important de C'est vrai. NXT. Et du tournoi donc qui était organisé, qui était gagné par Finn Balor et Samoa Joe. C'était un tournoi assez sympa. Donc c'était quand même quelque chose que je voulais souligner au passage, bien sûr, parce que c'était quand même un passage très émouvant, ce moment, quoi. Voilà. Ça avait d'ailleurs conduit à un tournoi sur les tag teams. Je voulais parler en fait plus des tag teams parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est vrai. T'avais dit il y a Vincent qui a un peu signalé quand même que c'était un peu plus le bordel depuis, je dirais, le départ de Ascension et de Lucha Dragons. Surtout Et Lucha Dragons. Surtout. je pense, ouais. Et du coup, ouais, là maintenant on se retrouve avec American Alpha, il me semble, qui est le nouveau nom pour Gable Jason et Jordan. Jordan. Voilà. Ces deux-là se sont enfin trouvé un nom, ils fonctionnent bien, donc c'est déjà ça. Puis bon, il y a toujours Amoré et puis Big Cass qu'on a évoqué en intro. Ouais, Euh, c'est un eux, turbo eux à Brooklyn, ils ont fait un carton. Enfin, c'était assez exceptionnel. Ouais, mais Pour je ça, dirais. Oui. je me laisse un peu emporter par le train de la hype personnellement, hein, par la hype soft. Ça y est, je suis dans le train. J'ai suivi tout le monde. Il n'y a pas de souci. Donc, je sais pas si vous avez une équipe vraiment plus en dehors de eux, je vois pas vraiment d'équipe se Bah, démarquer. si. Ah, si. Il y a eu des Ah, Vaudevillains un peu, mais déjà, voilà. eux, et puis les champions actuels, Dash Rider et Scott Dawson, qui se sont pas mal révélés, je trouve, hein. C'est à confirmer en cette année 2016, justement, on attend la confirmation, parce qu'ils ont quand même fait de belles choses sur la fin d'année, où ils ont quand même beaucoup bossé, ils ont été souvent nos shows, et ils ont eu leur place d'un coup, un peu à l'image de Blake et Murphy, en début d'année, quoi. Et Mais tu vois, c'est un peu ils ont bien moins saisi, abouti quoi. pour moi. Pour moi, c'est un peu moins abouti que les autres équipes. Tu vois, Il y a autant, eu enfin, moins de il y a eu moins de maturation à la télé. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont peut-être arrivés trop vite à la télé parce qu'ils ont fait beaucoup de shows, mais et sinon, trop vite champion.
Peut-être, oui. Mais quand même, voilà, ils avaient quand même une certaine légitimité depuis pas mal de temps. Donc, voilà, on sait que c'est pas très stable par équipe et je trouve qu'il peut apporter une stabilité. Donc, pour moi, c'est quand même une équipe marquante. Et derrière, ouais, les Vaudevillains, quand même, qui ont été de bons champions dans l'ensemble. Je pense qu'en 2016, Jordan et Gable vont tout rafler. Je pense que c'est l'équipe sur laquelle la W2 doit miser pour NXT en 2016 et en espérant que Big Cass et Enzo Amore aient pas forcément une grosse place à NXT, mais enfin qu'ils soient utilisés de meilleure manière parce que je trouve qu'en 2015 ils étaient très populaires, mais la W2 n'a pas su quoi faire d'eux et je trouve ça assez dommage. Alors peut-être pas les monter au main roster parce que ça serait un peu inutile puisque la Mission division. suicide, ma gueule. Oui, puis c'est un peu bouché au niveau équipe, quoi, déjà. Mais enfin, je pense qu'il y a une meilleure utilisation à faire, quoi. Mais j'avoue qu'Amore et Big Cass, enfin, dans des duels de promo avec le New Day, c'est tentant, hein. Enfin, en tout cas, ça décolle un petit peu par rapport à Lucha Dragons ou les Usos qui sont un peu limités dans ce quartier-là, en tout cas. Hein, autant sur le ring c'est fort, autant en promo ça manque un petit peu dans la section tag team. Enfin voilà. Bah je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Je sais pas si vous avez quelque chose Ah si, qui vous sinon, semble aberrant qu'on n'ait pas encore parlé de ça, quoi. non, C'est sinon, aberrant. moi j'avais débordé en fait, comme j'étais revenu sur Dusty Rhodes et tout ça. Du coup, Vincent n'a pas pu dire ce qu'il pensait lui pour l'année 2016. C'est vrai. Mais en fait, moi, je me demande, en fait, la signature de toutes ces stars, en fait, est-ce que ça montre pas le problème de la W2 à en former elle-même? Parce que Triple H s'est vanté, après WrestleMania 31, que dans chaque match, à part le sien contre Sting, il y avait dans chaque match, il y avait un catcheur qui avait été formé au Performance Center, enfin qui était passé par le programme NXT. Mais quand on regarde un petit peu, quand on gratte un peu le programme NXT, en fait, des- c'est que des anciens catcheurs indépendants qui ont de la bouteille, en fait. C'est les Kevin Owens, les Finn Balor, les Sami Zayn, les Tyler Breeze, même s'ils étaient moins connus. Et du coup, je me demande, en fait, si c'est pas un problème de la 2 qui n'arrive plus à former des catcheurs compétents pour le main roster, ou en tout cas populaires. Alors que c'était, alors par exemple le VW, ça a sorti les Cena, Orton, Batista, Lesnar, etc. quoi. FCW, les Ziggler, Swagger et tout. C'est vrai que là, c'est un excellent problème que tu soulèves parce que là, ils font plus l'effort. Ouais, NXT, moi, je la prends plus pour une nouvelle brand. C'est pas un centre de formation pour moi. T'as été culotté, Brucey, quand même, de sortir Ziggler et puis Swagger derrière Lesnar, Cena et Orton, hein, je trouve. Non, mais c'est pas la même génération, hein. Voilà, c'est pas la même génération, surtout pas le même palmarès. Euh... Ouais, mais Non, quand mais même, c'est les produits qui ont fait leur trou après. Voilà. il y a Ouais. peut-être une différence comment dire, de point de vue entre Triple H et Vince McMahon, parce que quand les catcheurs de NXT passent au main roster, par exemple Xavier Woods, ça a été très difficile de s'imposer avant New Day, et quand on voit les Adam Rose, les Bo Dallas, etc. Bon, après on est fan ou pas, mais c'est assez compliqué quand, même Tyler Breeze par exemple, c'est assez compliqué quand on arrive à SmackDown ou à Raw, parce que quand on est mid-carder, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en fait. Ouais, Tyler Breeze qui a eu gros problème d'adaptation au main roster, alors qu'il avait sa place à NXT, mais après c'était pas non plus on va dire un patron, quoi. Enfin, on l'a jamais vraiment vu. À chaque fois qu'on parlait de lui sur NXT, c'était pour dire que oui, il était bon, mais c'était de la même gimmick que Ziggler, c'était pas un truc qui allait marcher dans le main roster, et finalement, bon, bah voilà, on veut pas dire qu'on avait raison, mais on avait raison. Euh, enfin voilà. Du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Globalement, l'année NXT a été bien meilleure que celle du main roster. Et, enfin, je pense que vous me contredirez pas là-dessus. Oui, Pas du tout. mais Euh, moins handicapé. Non, j'allais dire moins handicapé par la blessure, bien au contraire en plus. Ça qui est très fort, hein, se passer le Sami Zayn la majeure partie de l'année, c'est quand même et très puis fort. Hideo Itami qui a disparu. Enfin voilà quoi, qui a eu, Et oui, au qui a eu. moment où il était censé monter, justement, il s'est blessé, ouais. Malheureux. Voilà, bah sinon, bah, par rapport au main roster, ouais, c'était beaucoup mieux. Bon voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de Catch-moi si tu peux. Partagez-le sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur les différents plateformes où nous sommes, Facebook avec la page Wrestlers Radio Parlons Catch,
Sur Twitter, @FreeSourceRadio. Sur YouTube, vous vous abonnez juste en dessous de la vidéo. Il y a un bouton qui s'appelle s'abonner. Voilà. Euh, sur iTunes aussi, vous pouvez chercher pour Freesource Radio. Tous les podcasts sont mis à jour et automatiquement, c'est gratuit. Vous avez juste en fait à suivre un fil et ça se met à jour magiquement. C'est les magies de l'internet. Et je pense que c'est tout. Voilà. Est-ce que vous pouvez me rappeler les prochains rendez-vous, messieurs? J'ai envie de vous faire travailler parce que moi, j'ai pas travaillé. Le Vintage sur le Royal Rumble 2007 qui sortira le lundi qui précède le Royal Rumble et le direct le lendemain du Rumble à 22h30. Et on a eu aussi récemment Rob Conway, en interview. Vous pouvez suivre, tout est sous-titré, c'est de l'anglais sous-titré avec la magnifique voix de Bruce T et son accent. Voilà, Ah ouais, il y a même pas besoin de sous-titrage en fait. c'est du franglais dans le texte. Sinon, voilà, c'est le prochain podcast en live, enfin les prochains, donc le Vintage, et puis en live le Rumble 2016, et qu'on espère moult surprises, moult bons matchs. Et voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de journée, et à vous dire à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, bonsoir. Oh, El King Baka! Oh, El King Baka! Si comme Charmel, tu aimerais Sols Radio, alors abonne-toi, n'hésite pas.